Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Et dans Zakwidi, nous sommes avec Norman Omarji, les avocats de Moussa Mohamadi Bavi. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, vous venez de l'île de la Réunion, mais vous n'ignorez surtout pas les problématiques que nous subissons actuellement à Mayotte, notamment les coupures d'eau. Et parmi les responsables de la situation, en tout cas désigné, il y a aussi votre client Moussa Mohamadi Bavi. Comment défendre cela? Moi, je considère que quand on a une situation aussi grave que la crise de l'eau que vous connaissez, considérer Bavi comme le seul responsable ou le coupable idéal, on en fait un bouc émissaire. Je rappelle néanmoins, et c'est nécessaire, que l'État est autorité de gestion des fonds européens. Et et vous avez fait écho de cela, quand le canard enchaîné vient rappeler la responsabilité de l'État, quelques jours après, vous avez un communiqué du parquet national financier qui fait état des poursuites diligentées à l'encontre d'un certain nombre de personnes. Donc mon message, et je crois que votre émission est une mission de vérité, c'est de considérer que on ne peut pas considérer que Bavi est le responsable de cette crise de l'eau. Alors, dans ma question, quand je parlais de responsable, je n'ai jamais dit qu'il était le seul responsable parce qu'aujourd'hui, ils sont à peu près, il y a 17 personnes, il y a des entreprises et des personnes qui sont poursuivies dans cette affaire. Et la question de l'eau aujourd'hui n'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité de nos élus. Le syndicat des eaux est composé par nos élus. Alors, pourquoi vouloir à tout prix mettre ça sur le dos de l'État? Non, mais moi, je ne mets pas sur le dos de quiconque. Moi, je suis l'avocat de Bavi. Je viens simplement vous dire que il n'est plus président depuis 2020 et nous sommes en 2023. Ça fait 3 ans qu'il y a un nouveau président du syndicat des eaux. Donc, l'enquête, évidemment, a été diligentée. Je précise qu'à l'issue de cette enquête, il a été démontré, noir sur blanc, qu'il n'y a pas eu un enrichissement personnel de Bavi, qu'il n'a pas mis 1 euro dans sa poche, et que les marchés dont on discute, on parle d'un préjudice financier de 7 millions d'euros, ces marchés ont été réalisés, ils ont été effectués, et à ce moment-là, on est, à l'issue de cette enquête, à se dire très clairement, qu'il n'y a pas eu, de la part de Bavi, un enrichissement personnel. Alors, on ne parle pas d'enrichissement personnel, toutefois, on parle quand même de favoritisme, d'abus de biens sociaux, de recel, etc. Donc, ça, c'est quand même des délits. Et c'est la Chambre régionale de comptes qui a contacté le parquet national financier. On a vu le rapport les 2 rapports de la Chambre régionale de comptes. Il y a quand même des faits qui sont surprenants dedans. Quand vous parlez de favoritisme, c'est le respect du code des marchés publics. Le respect du code des marchés publics, c'est aussi des errements administratifs qui peuvent exister. S'il y a procès, Bavi s'expliquera évidemment sur ces règles de passation des marchés publics, mais je veux ici préciser que les entreprises qui ont été choisies pour effectuer ces travaux, ces entreprises travaillaient déjà pour le syndicat des eaux avant l'arrivée de Bavi à la tête de ce syndicat. Quand Moussa Mohamadi Bavi est arrivé à la tête du syndicat des eaux en 2014, le syndicat avait une situation financière très saine. Quand il en ressort, la situation n'est plus pareille. Et comment défendre cela aujourd'hui? Parce que c'est une réalité, la Chambre régionale de comptes le dit. La Chambre régionale des comptes, je ne suis pas d'accord avec vous, la Chambre régionale des comptes ne dit pas cela. C'est des articles, moi j'ai lu aussi le journal de Mayotte, qui dit que la situation avant l'arrivée de Bavi était bien meilleure. Ce n'est pas le cas. Votre crise de 2017, elle est 30 ans d'errements administratifs et d'errements politiques, et cette crise de 2017 a donné lieu à un plan d'urgence de l'eau. Ce plan d'urgence de l'eau a été exécuté en grande partie. Ensuite, vous aviez un contrat de progrès qui avait été signé avec le ministre de l'époque de l'Outre-mer, Éric Rabarege. Ce contrat de convergence a pris fin parce qu'effectivement, il y avait un rapport de force avec le préfet de l'époque. Donc tout ça doit être mis en relief par rapport à la réalité. Donc, je le dis, je le répète, considérer les errements des 30 dernières années sur la seule responsabilité de Bavi, je trouve que c'est fort de café.
c'est pas seulement sur la responsabilité de Bavie, mais je reviens encore une fois, et c'est pas les articles du Journal de Mayotte, mais la Chambre régionale de comptes qui parle de voyages, de factures de téléphone exorbitantes. Sur le mois de septembre, je prends cet exemple-là, septembre 2017, la facture de téléphone de Moussa Mohamadi Bavie se lève à 1800 euros. Oui. Juste sur cette période-là. Et après, on parle de voyage, on parle de frais de réception. Et à côté de ça, tous les investissements qui auraient dû être faits. Quand on parle notamment des recherches de fuites d'eau, ça n'a pas été fait. Les réalisations, la Chambre régionale de comptes le dit. La situation que l'on a vécue, la première crise de l'eau de 2016 à 2017, on aurait pu l'éviter s'il y avait eu ces anticipations. Mais je répète et j'assume ce que je dis. À l'issue de cette enquête, vous avez un rapport de la Chambre régionale des comptes. Je vous invite à lire l'avis de la Chambre régionale des comptes de 2021, qui parle de la gestion actuelle. Et vous verrez que cet avis de 2021 est aussi critique avec la gestion actuelle du président du syndicat des eaux. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, j'assume, et c'est l'enquête qui le dit, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de la part de Bavie. Troisième élément de réflexion, si on va sur du macroéconomie, on peut considérer ensemble qu'il s'agit de millions d'euros, de centaines de millions d'euros, que nous avons pour résoudre cette crise de l'eau. Il ne suffit pas simplement de s'arrêter sur ce que moi j'appelle effectivement des détails, qui, en effet, dans la querelle politique, tout cela peut s'expliquer, mais dans la défense qui est la mienne et l'avocat que je suis, je considère pour ma part que, à l'issue de cette enquête, quand on parle de préjudice financier de 7 millions d'euros, c'est faux. Le préjudice financier qui est considéré, ce sont des travaux qui ont été réalisés, des entreprises mahoraises qui ont travaillé. Et je le dis aussi d'autant plus aisément qu'à l'issue de cette enquête, vous constaterez avec moi que seuls des Mahorais sont poursuivis et seules des entreprises mahoraises sont poursuivies. Vous êtes en train de dire quoi? Vous êtes en train de dire quoi concrètement? Je fais le constat. Moi, je ne tire aucune conclusion, je suis avocat. Qu'est-ce que vous appelez entreprise mahoraise? Des entreprises qui ont travaillé et qui ont à leur tête des dirigeants qui sont mahorais. Donc, moi, je vais aller jusqu'au bout de votre logique, parce qu'on se souvient de la querelle qui opposait Moussa Mohamadi Bavie à Vinci. Est-ce que vous pointez du doigt Vinci? Non, mais moi, je ne pointe pas du doigt Vinci. Moi, je suis dans la défense de celui qui est aujourd'hui critiqué. Moi, je considère, pour ma part, et c'est le constat que je fais, je considère que c'est un mauvais procès qui lui est fait. C'est un mauvais procès de considérer qu'il en est le responsable. Je le dis, je le répète, ça fait 3 ans. En même temps, Norman Omardi, Moussa Mohamadi Bavie avait une concentration de pouvoir entre ses mains. Pourquoi il avait fait ce choix-là quand il était à la présidence du syndicat des eaux? Pourquoi il avait fait le choix d'avoir une concentration de pouvoir, de ne pas avoir délégué les signatures, notamment au DGS? On peut toujours, et vous le connaissez mieux que moi, il a un activisme politique qui est réel. Il a mené des rapports de force, vous avez parlé de Vinci, à certains moments. Un rapport de force avec l'État à un certain moment. Cet activisme politique, peut-être, elle s'est traduite par une volonté, effectivement, d'assumer des responsabilités et d'apposer sa signature sur les documents qui lui étaient remis. Évidemment, et vous le savez, quand on est élu, quand on est chef de l'exécutif, on a tout un circuit administratif qui découle directeur des services techniques, DGA, DGS, pour ensuite être mis à la signature du président qui, effectivement, à ce moment-là, président, considère que le travail qui a été fait précédemment par les administratifs de la collectivité lui permette à un moment donné de signer. Est-ce qu'il regrette aujourd'hui cette concentration de pouvoir? Je ne pense pas. Moi, je pense que je connais cet homme depuis quelques mois. Je considère ce monsieur comme un homme respectable, qui se défend légitimement, qui est combatif, vous le savez, c'est un garçon très combatif, et aujourd'hui, la concentration des pouvoirs, à la fois, elle est paradoxale, parce que, vous avez dit vous-même, d'autres personnes sont poursuivies dans ce dossier. Oui, d'autres personnes sont poursuivies. Toutefois, il avait quand même la concentration de pouvoir. Zouri Hamza. Non, moi, j'aimerais juste que vous nous disiez ce qui a été réalisé. Vous avez dit que, voilà, ce qu'on attendait de lui a été réalisé. Quel projet Moi, quand on parle des 7 millions d'euros,
on parle de favoritisme, on ne parle pas de détournement de fonds publics, on parle de favoritisme. Moi, je suis venu expliquer le contexte du dossier. Je ne veux pas rentrer dans le dossier parce que le dossier, on le débattra et ce sera discuté devant des juges éventuellement. Ce que je dis en substance, c'est que si on est poursuivi uniquement pour des errements administratifs liés notamment aux passations des marchés publics, c'est que le parquet lui-même considère que ces travaux ont été réalisés et qu'il ne s'agit pas de détournement de fonds publics. Voilà ce que je dis. Certains travaux ont été réalisés, pas tous, sur le plan urgence eau. Et déjà, si on arrive à cette situation de plan urgence eau, c'est que les élus du syndicat des eaux ont forcément été défaillants à un moment ou un autre. Alors, il y a eu l'interconnexion entre les deux retenues collinaires, oui, mais certains forages n'ont pas été faits. La recherche des fuites n'a pas été faite. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se faire en ce moment, recherche de fuites et colmater les fuites d'eau. Donc, il y a quand même eu... Vous ne pouvez pas venir nous dire qu'aujourd'hui, que votre client n'est responsable de rien. Ne confondez pas, de mon côté, la défense de ce qu'on considère être des manquements qui ont été pointés du doigt par la Chambre régionale des comptes et le débat politique qui, moi, ne me concerne pas. Moi, je dis très simplement, et je le répète, et j'assume, Bavie ne peut pas être le dindon de la farce. Quand vous dites les élus, vous parlez des élus. Vous ne parlez pas uniquement de celui que je défends. Vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une volonté de tout mettre sur le dos de votre client ? Vous avez fait écho d'un article du Canard enchaîné. Vous l'avez fait, c'est vous qui l'avez aussi relayé, qui pointe du doigt à la fois les errements de l'État. 5 jours après, vous avez un communiqué de presse du PNF qui vous fait état de la suite de cette enquête, qui date d'il y a 2 ans et demi. Je le dis. Ensuite, vous avez un député européen qui est intervenu pour expliquer un certain nombre de choses sur cette urgence eau. Je dis, et vous le savez aussi, que tout cela peut interroger dans le timing médiatique. Le temps médiatique n'est pas le même que le temps judiciaire. Voilà ce que moi je dis. Pourquoi il y aurait une volonté de nuire votre client ? Je ne dis pas qu'il y a une volonté de nuire. C'est toujours... non. C'est un peu ça quand même. Non, mais, vous savez, la solution de facilité à un problème, c'est de considérer qu'il y a un responsable et un coupable. C'est tellement facile, mais dans toute situation, quelle qu'elle soit. Dans une maison, dans un foyer, on peut considérer à un moment donné qu'il faut pointer du doigt tel ou tel canard. Oui, mais il n'est pas le seul dans cette affaire. Et on a dit, et pourquoi alors il est le seul, j'ai envie de dire, à se défendre comme vous le faites aujourd'hui ? Les autres, ils se font tout discrets. Alors, je vous le dis. Alors, c'est un choix. Ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'il n'a pas communiqué, lui. Il n'a pas communiqué sur cette affaire. Nous sommes à l'issue de l'enquête, à l'issue de cette enquête, où des sommes folles ont pu être mises sur la table, mais à l'issue de cette enquête, et mon message aujourd'hui, c'est qu'à l'issue de cette enquête, on a considéré qu'il ne s'est pas enrichi personnellement, qu'il n'a pas mis 1 euro dans sa poche. Donc, non, mais ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la réalité. Oui, mais ça ne dit pas qu'il n'y ait pas eu de favoritisme, ça ne dit pas qu'il n'y a pas eu tout ce que la Chambre régionale de comptes explique dans son rapport et a révélé dans son rapport. Oui, mais sauf que ça, c'est extrêmement important. Quand on met un chiffre, et on peut faire croire à la population, quand un chiffre est posé sur la table, que ce chiffre-là a été mis dans la poche de l'élu. Norman Omarjee, je ne parle pas, personne n'a parlé d'enrichissement personnel, mais on vous parle de favoritisme envers deux entreprises, on vous parle de zèrement dans la gestion des dépenses folles, quand on a des dépenses en communication qui s'élèvent à, je le dis de tête, peut-être 400 000 euros à l'année, des dépenses en jardinage qui s'élèvent aussi à 350 000 euros ou plus, des frais en réception, etc. On ne peut pas, ça n'a pas été inventé. Mais à l'issue de cela, il n'y a pas de poursuite sur ces faits-là. Dans un état de droit, fort heureusement, il y a ce que l'opinion, ce que la vindicte populaire peut penser, mais il y a la réalité juridique à un moment donné. La réalité juridique, elle se traduit ou non, sur des poursuites. Il y a des poursuites. Vous l'avez dit, pas sur un enrichissement. Mais on n'a jamais parlé d'enrichissement. On comprend que c'est votre positionnement, qu'il ne s'est pas enrichi personnellement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'errement. Ça, ce sera au tribunal de décider, parce que jusqu'à preuve du contraire, Bavie est présumé innocent.
Si procès il doit y avoir, à ce moment-là, mon client donnera ses explications au juge. Ensuite, il y a, et il faut faire attention, entre ce qu'on peut appeler des errements administratifs et une volonté de commettre des fautes. Et ça, fort heureusement, tous les jours, vous avez des gens qui sont poursuivis devant des tribunaux qui sont relaxés. Et ça, c'est des choses qui arrivent fort heureusement. Dernière question, Norman Omarjee, rien à voir avec l'affaire Bavie. Vous êtes dans une autre vie politicien, vous êtes troisième vice-président de la région Réunion. Alors, la Réunion, Mayotte, 2 départements français dans cette zone de l'océan Indien. Pourquoi la Réunion n'a pas soutenu Mayotte pour les Jeux des îles, pour la candidature de Mayotte? Je m'exprime à titre personnel à ce niveau-là. Moi, je considère que les Jeux des îles ont toujours été considérés ou devaient être considérés comme des Jeux de la fraternité. Je considère que la Réunion doit boycotter les Jeux des îles si Mayotte ne peut pas afficher le drapeau de la France. Je considère que nous sommes des frères dans l'océan Indien et que c'est une faute politique que de considérer que Mayotte n'a pas droit au drapeau français. Voilà ma position à moi à ce niveau-là. Merci beaucoup Norman Omarjee, avocat de Moussa Mamadi Bavie, d'avoir été l'invité de Zakwili.